une jeune femme aimée de tous disparaît sans laisser de traces. Dans son village, personne ne parle, car tout le monde a quelque chose à cacher. Et si la vérité que Camille a découvert coûtait plus cher que sa propre vie? Ce soir, je vais vous révéler un secret que Saint-Orlac aurait préféré enterrer à jamais. Un village suspendu entre ciel et forêt, là où les montagnes dessinent des ombres immenses au crépuscule, comme des géants silencieux veillant sur les âmes perdues. Les toits de lauze, noirs et luisants sous la rosée, ployaient sous le poids des ans, mais résistaient encore au vent glacé qui hurlait dans les ruelles désertes. Ici, le temps ne passait pas. Il s'accrochait aux pierres des maisons, aux portes grinçantes, aux volets clos à la tombée du jour. Le présent n'était qu'une illusion. Tout, dans l'air saturé de silence, rappelait que le passé n'avait jamais été vraiment enterré. Les anciens, assis sur les bancs de la place, échangeaient des regards lourds, empreints d'une inquiétude qu'ils n'osaient plus nommer. Leurs yeux, creusés par les hivers et les non-dits, semblaient toujours attendre quelque chose, un pardon ou une sentence. Au cœur de ce décor figé, Camille Delmas brillait d'une lumière presque incongrue. À 27 ans, elle était une étrangère au désespoir ambiant, une note claire dans une partition de soupirs étouffés. Chaque matin, elle traversait la grande rue avec son cartable de cuir usé et ses cheveux bruns noués à la va-vite, saluant d'un sourire les âmes fermées. Camille n'enseignait pas seulement les lettres et les chiffres. Elle semait des graines de curiosité dans des esprits que la peur avait longtemps endormis. Aux enfants, elle parlait d'autres mondes, d'autres possibles, avec une passion vibrante qui fissurait doucement les murailles de silence érigées autour d'eux. Elle rêvait, en secret, que ce village s'ouvre enfin, qu'il ose regarder son passé en face. La veille de sa disparition, une tension inhabituelle flottait dans l'air. Le ciel, bas et lourd, semblait écraser Saint-Orlac sous un couvercle invisible. Dans la petite salle de classe, tandis que les enfants copiaient des phrases sur des cahiers jaunis, Camille, debout près de la fenêtre, regardait au loin. Elle avait entendu, la veille au soir, des conversations étouffées au bistrot, des mots lâchés à demi-voix. Si elle continue, elle finira par nous mettre en danger. Le poids de ces menaces voilées la hantait. Dans un geste instinctif, elle serra la chaîne en argent qu'elle portait autour du cou, comme pour s'ancrer au sol. À midi, alors que les élèves couraient dehors en riant, elle resta seule dans la classe vide. Le bois craquait sous ses pas. Elle s'approcha du bureau, ouvrit son cahier de notes, hésita. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle griffonna quelques mots. La vérité doit sortir, même si ça fait mal. Puis elle referma le cahier, doucement, comme on ferme une porte sur ses propres peurs. Plus tard dans l'après-midi, sur le chemin du retour, elle croisa Madame Giraud, l'épicière du village. Le visage durci, cette dernière murmura « Parfois, il vaut mieux se taire, Camille. Croyez-moi. » Camille répondit d'un sourire triste. Elle avait compris. Elle était désormais seule. Le lendemain matin, une lumière blafarde baignait Saint-Orlac. Le vent glacial s'était levé dans la nuit, sifflant entre les murs, emportant les dernières feuilles d'automne. La maison de Camille, en lisière du bois, paraissait figée, comme suspendue dans une respiration qu'on aurait oubliée. Julien, le facteur du matin, frappa à la porte. Une fois, 2 fois, rien. Intrigué, il appela à travers la serrure. « Camille, c'est Julien, vous êtes là ?» Le silence répondit, dense et étouffant. Inquiet, il poussa la porte. Elle s'ouvrit sans résistance, grinçant faiblement comme une plainte. À l'intérieur, tout était en place. La tasse de café vide sur l'évier, les livres empilés sur la table, un foulard oublié sur le dossier d'une chaise. Pas une chaise déplacée. Pas un objet manquant. Juste cette froideur inexplicable. Pas seulement celle de l'air, mais une froideur plus profonde, plus viscérale. La maison ne sentait pas l'absence ordinaire d'une personne partie à la hâte. Elle respirait une absence définitive, lourde, irréversible. Julien recula lentement, le cœur battant à tout rompre, conscient, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose d'irréparable venait de se produire. Julien Morel, 30 ans,
jeune enquêteur à l'ambition encore intacte, arriva à Saint-Orlac 3 jours après la disparition de Camille. Il descendit de la vieille Clio de service, ses chaussures crissant sur le gravier gelé du parking minuscule de la mairie. Le vent, coupant comme une lame, soulevait des volutes de brume entre les maisons. Tout ici semblait figé, suspendu dans une attente silencieuse. Il passa une main nerveuse sur sa barbe de 3 jours. De Paris à ce village reculé, il n'avait eu que quelques heures pour se préparer, et déjà, il sentait que ce ne serait pas une enquête comme les autres. Un Parisien, un étranger aux yeux de tous. Dès qu'il posa le pied sur la place principale, il perçut la méfiance. Des rideaux frémirent aux fenêtres, des conversations s'interrompirent à son passage. Julien connaissait ce genre de regard, lourd, méfiant, presque accusateur. Dans son regard, pourtant, brûlait encore la flamme de ceux qui croient que la vérité est un droit inaliénable. Il était venu pour comprendre, et il était prêt à se battre, s'il le fallait, contre l'indifférence ou l'hostilité. Il commença sa tournée méthodique du village. Première maison, une vieille bâtisse, ses volets battant sous la rafale. Il frappa 3 coups secs, un long silence, puis un bruit derrière la porte, des pas hésitants, et enfin, une ouverture minuscule. Une vieille femme apparut, le visage barré de rides profondes, les yeux vifs mais fuyants. « Gendarmerie. Bonjour, je suis ici pour parler de Camille Delmas », dit Julien doucement. La femme baissa les yeux, serra son châle autour de ses épaules, puis murmura « Je ne sais rien, monsieur. Elle était gentille. C'est tout. » Et la porte claqua dans un courant d'air glacial. Maison après maison, porte après porte, la même scène se répétait. Des mots vagues, des réponses évasives, et ce poids oppressant, comme si chaque mot était un risque. Julien sentait sa frustration grandir. Pourquoi ce silence? Qu'avait-il à cacher? À mesure que la journée avançait, le ciel s'assombrissait, teinté de plomb. Les rues devenaient désertes. Le village tout entier semblait se replier sur lui-même, comme une bête blessée. À l'auberge, en fin d'après-midi, Julien s'assit lourdement au comptoir, commandant un café noir brûlant. L'odeur âcre du vieux bois et de la suie emplissait l'air. À une table du fond, un vieil homme l'observait. Victor, le facteur de jadis, devenu l'ombre de lui-même, son verre tremblant légèrement entre ses doigts noueux. Quand Julien se leva pour partir, Victor l'arrêta d'une voix râpeuse. Elle fouillait là où il ne faut pas. Julien s'immobilisa. Victor s'approcha lentement, ses yeux rougis fixant les siens sans cligner. Personne ici n'a tué Camille. Il s'interrompit, un rictus amer déformant ses lèvres fendues. Mais tout le monde est un peu responsable. Ces mots résonnèrent dans le silence de la pièce, lourds et implacables. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pas un frisson de peur physique, un frisson d'instinct. Il comprit que derrière l'accident apparent se cachait quelque chose de plus vaste, de plus ancien, quelque chose que tous ici préféraient voir mourir avec Camille. Il hocha la tête lentement, en silence, conscient que ce qu'il venait d'entendre le hantrait longtemps. La première semaine s'étira comme un long murmure d'hiver. Julien s'épuisait. Chaque jour, il frappait aux portes closes, recueillait des regards fuyants, des silences pesants. Chaque soir, il gribouillait dans son carnet des notes désespérément vides de sens, raturées, comme si les mots eux-mêmes refusaient de collaborer. La disparition de Camille ne restait plus, dans son esprit, un simple dossier à résoudre. Elle devenait une présence, presque un murmure, une silhouette fragile, veillant derrière ses paupières closes lorsqu'il tentait de dormir. Partout où il passait, les photos de Camille lui sautaient au visage. Une photo jaunie sur un mur de mairie. Un polaroid bancal sur le tableau d'affichage de l'école. Une image délavée dans une vitrine d'épicerie. À chaque image, il sentait son regard. Un regard plein d'espoir et de reproches. Comme une voix muette lui soufflant « N'oublie pas, cherche encore ». Un soir, alors que la fatigue le rongeait jusqu'à l'os, il s'arrêta au bistrot du village. Le lieu était désert, à l'exception du maire, Antoine Durand, homme massif, visage buriné, réputé pour sa fermeté quasi militaire.
Julien s'assit au comptoir, le dos voûté par l'usure de la journée. Le bois poli sentait la bière éventée et la fumée froide. Il commanda un café. Le serveur, nerveux, le servit sans un mot. Au bout de quelques minutes, Antoine Durand s'approcha, lentement, comme une montagne en mouvement. Son ombre recouvrit Julien, qui sentit aussitôt son instinct se raidir. La voix du maire fendit l'air, sèche, lourde comme une sentence. « On a nos façons de régler les choses ici. Vous n'êtes pas chez vous. » Julien posa lentement sa tasse. Son cœur battait plus vite, mais son visage resta impassible. Il leva les yeux et croisa le regard d'Antoine. 2 blocs de granit, froids, inébranlables. Un frisson sourd s'empara de lui. Ce n'était pas une simple hostilité de village contre l'étranger. C'était autre chose. Un avertissement, un signal brutal. Ne creuse pas plus loin. Pour la première fois, une peur viscérale s'insinua dans ses veines. Pas la peur d'un danger immédiat. La peur bien plus insidieuse de comprendre qu'ici, tout était lié et que Camille avait osé déranger quelque chose de vital, d'inavouable. Et si sa disparition n'était pas un accident? Et si elle avait effleuré une vérité que tout un village avait juré d'enterrer? Julien se redressa, paya son café d'un geste bref et sortit sans répondre. Dans son dos, il sentait les regards le suivre jusqu'à la porte. La nuit l'engloutit dès qu'il mit le pied dehors. Saint-Orlac semblait s'être dissous dans le brouillard nocturne. Les maisons, alignées comme des sentinelles aveugles, disparaissaient peu à peu dans l'obscurité. Seul le bruit de ses pas sur les pavés humides brisait le silence. Au-dessus du village, la montagne dressait ses murailles sombres, silhouettes massives découpées contre un ciel sans étoiles. Les falaises veillaient, immobiles, comme des remparts antiques, protégeant des secrets trop anciens pour être dévoilés. Le vent d'hiver, descendu des cimes, s'engouffrait dans les ruelles étroites. Il hurlait, sifflait lugubre, tordant les volets, fouettant les enseignes branlantes, soulevant la poussière comme des doigts invisibles, cherchant à effacer toute trace. Julien rabattit le col de sa veste, frissonnant. Chaque souffle d'air semblait chuchoter. Des murmures sans voix, portés par la pierre elle-même. La nuit suivante, dans son lit étroit de la petite pension, Julien ne trouva pas le sommeil. Il fixait le plafond, les yeux écarquillés, le cœur battant à contretemps. Et, au loin, il entendit. Le son ténu mais persistant des cloches de l'église, pourtant censées être muettes depuis des années. Une cloche isolée, oscillant dans le vent, comme un glas lointain pour une âme disparue. Il se leva, s'approcha de la fenêtre. La place était vide. Pas un mouvement, pas une lumière. Juste cette cloche, ou peut-être son imagination, balayant son esprit épuisé. Un village qui semblait respirer la culpabilité. Et dans ce souffle de pierre, de vent et d'ombre, Julien comprit, ici, le silence n'était pas l'oubli. Ici, le silence était une défense, un pacte tacite, né de la peur, entretenu par la honte. Et si Camille avait brisé ce pacte, alors Saint-Orlac l'avait absorbé, comme il l'avait fait pour d'autres avant elle. Un soir où le vent secouait les arbres comme des spectres hurlants, Julien gravit lentement la ruelle de pierre menant à la maison de Madame Delmas. La nuit semblait plus noire que d'ordinaire, avalant la lumière chancelante de son portable. Arrivé devant la porte, il hésita. Il leva la main, puis la laissa retomber. Avait-elle seulement envie de parler? À l'instant où il se retournait pour partir, la porte s'ouvrit lentement dans un grincement plaintif. Dans l'entrebâillement, la mère de Camille. Son visage était ravagé, ses traits tirés par des nuits sans sommeil, ses yeux, autrefois clairs, ternis par une tristesse insondable. Sans un mot, elle s'effaça pour le laisser entrer. À l'intérieur, la maison baignait dans une pénombre douce, rythmée par le tic-tac irrégulier d'une vieille horloge. L'air sentait la cire et les souvenirs abandonnés. Elle s'installa lourdement dans un fauteuil élimé, tenant contre elle un châle bleu pâle, celui que Camille portait toujours lors des fraîches matinées de printemps. Ses doigts maigres s'accrochaient au tissu comme on s'accroche à une dernière bouée dans une mer de douleur. Julien resta debout un instant, mal à l'aise,
avant de s'asseoir en face d'elle, les coudes sur ses genoux, le regard bas. Un long silence s'étira, presque respectueux. Puis, d'une voix rauque, brisée par des larmes contenues, elle murmura « Camille voulait bien faire. » Elle s'interrompit, comme si les mots lui brûlèrent la gorge. Elle croyait que dire la vérité guérirait tout, qu'il suffisait de parler pour que le mal disparaisse. Un rire amer, presque inaudible, lui échappa. Mais ici, on a appris à oublier, à survivre, quitte à trahir nos propres enfants. Julien sentit son cœur se serrer à cette dernière phrase. Il vit, dans cette femme brisée, le reflet de tout un village enfermé dans sa propre lâcheté, sa propre peur. Un village prêt à tout sacrifier pour sauver l'illusion de son innocence. Sans qu'il puisse l'en empêcher, une larme roula sur sa joue. Il l'essuya d'un geste rapide, honteux de montrer sa faiblesse, mais Madame Delmas fit un geste tendre, presque maternel, comme pour lui dire qu'il n'avait pas à cacher sa peine. Un silence lourd s'installa de nouveau. Puis, elle reprit, d'une voix presque chuchotée, « Ils l'ont poussé vers le vide, par leur silence, leur mépris. Ils l'ont laissé seul avec ce poids, ce secret. » Elle serra plus fort le châle contre elle, ferma les yeux. Julien se leva alors, à regret. Il comprit qu'elle avait donné tout ce qu'elle pouvait donner. Qu'au-delà de ces quelques mots, il n'y aurait plus rien, rien que l'écho d'une douleur sourde. Avant de partir, elle ajouta dans un souffle « Promettez-moi de ne pas l'oublier. » Il acquiesça sans un mot, la gorge nouée. La nuit suivante, incapable de dormir, Julien se glissa dans la mairie. Le bâtiment, ancien et décrépit, semblait lui-même protester contre sa présence. Chaque marche craquait sous ses pas, chaque souffle de vent contre les vitres résonnait comme une menace. Armé d'une vieille lampe torche, il fouilla les archives. Les dossiers s'empilaient dans un désordre poussiéreux, comme si le passé avait été volontairement relégué aux ténèbres. Pendant des heures, il éplucha des registres jaunis, des classeurs oubliés. Rien, ou plutôt trop de banalités, des naissances, des mariages, des décès naturels. Puis, au fond d'un tiroir rouillé, derrière un tas de documents administratifs anodins, il tomba sur un dossier sans étiquette. Il l'ouvrit, les doigts tremblants. 1994, noyade accidentelle d'un enfant. Nom, Léo Verdier, 8 ans. Circonstances, jeu ayant mal tourné. Témoins, tous les enfants du village. Des enfants devenus aujourd'hui les adultes les plus respectés, les plus puissants de Saint-Orlac. Julien lut les lignes en silence. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque omission, chaque imprécision sentait l'étouffement délibéré. Les rapports étaient lisses, aseptisés, pas une seule note discordante. Juste cette conclusion glaciale, noyade accidentelle. Mais dans les interlignes, dans les silences du papier, Julien entendait une autre histoire. Il se laissa tomber sur une chaise, le dossier ouvert sur ses genoux. Camille avait découvert cela. Camille avait osé fouiller, poser des questions, vouloir réveiller les morts. Et il l'avait laissé tomber. Pas en l'agressant, pas en la menaçant ouvertement. Pire, il l'avait enfermée dans leur indifférence, leur mépris, leur peur. Il l'avait isolée jusqu'à ce que le poids de la vérité, portée seule, l'écrase. Il ne l'avait pas tuée de leurs mains, il l'avait tuée de leur silence. La nuit où Camille a disparu, Saint-Orlac était plongé dans une obscurité presque surnaturelle. Pas une étoile, pas un souffle de lumière. Le ciel, lourd et opaque, semblait retenir son souffle. Le vent, d'habitude si présent, s'était tu, laissant place à un silence de plomb. Dans sa maison, Camille avait longtemps tourné en rond, le carnet de Léo serré contre sa poitrine, ses doigts blanchis par la tension, ses yeux rougis par les larmes qu'elle ne savait plus retenir. Elle avait tenté d'alerter, elle avait frappé aux portes, elle avait supplié du regard ceux qu'elle croyait être ses amis, ses voisins, sa famille de cœur. Mais partout, elle n'avait rencontré que des visages fermés, des épaules tournées, des silences assassins. Et dans ce silence, Camille avait compris. Elle était devenue l'étrangère, la menace. Le carnet de Léo,
Un simple cahier à spirale, jauni par le temps, tremblait entre ses mains. Les pages, griffonnées d'une écriture maladroite, parlaient d'une peur d'enfant, d'une solitude absolue. « Maman viendra me chercher. Je suis désolée, je voulais pas. Ils disent de ne rien dire, sinon je serai punie. » Des mots d'enfant, lourds d'une tragédie que Camille n'aurait jamais dû découvrir. Seule, incomprise, brisée, elle enfila son manteau, repoussa doucement la porte et s'engagea dans la nuit. Personne ne la vit partir. Personne n'ouvrit sa porte pour l'arrêter. Ses pas crissèrent sur le chemin gelé, effaçant les dernières hésitations. À mesure qu'elle avançait, une certitude glaçait son cœur. Il n'y avait plus de place pour elle ici. Le lac noir l'appelait. Lieu interdit, lieu silencieux. Un cercle d'eau figé au fond de la vallée, bordé de pins noirs tordus par les vents. Un endroit dont on racontait, à voix basse, que l'eau retenait la mémoire des morts. Camille s'approcha du rivage. Le vent glacial soulevait doucement les pans de son manteau, comme des mains invisibles essayant de la retenir. Elle ferma les yeux. La surface du lac était lisse, comme un miroir d'obsidienne. Aucune onde, aucun bruit. Seulement le reflet d'une jeune femme que personne n'avait voulu écouter. Elle serra une dernière fois le carnet contre elle, ses lèvres murmurant une prière muette. Pour Léo, pour elle-même, pour tous ceux qui n'avaient jamais eu la force de parler. Et dans le froid mordant, sous ce ciel sans pardon, Camille s'avança lentement dans les eaux noires. Il fallut des mois avant que le lac rende son secret. Au printemps, quand la glace céda sous la caresse du premier soleil, un pêcheur découvrit son corps, échoué contre les roseaux fanés. Dans ses bras raides, elle serrait toujours le carnet de Léo, à moitié délavé, mais dont certaines pages, miraculeusement protégées, murmuraient encore la vérité oubliée. Saint-Orlac sombra dans un deuil sans larmes. Pas de cérémonie, pas d'éloge, seulement une chape de honte collective qui s'abattit sur les toits et les pierres, comme si même la terre refusait désormais d'abriter ceux qui avaient trahi leur humanité. Les habitants commencèrent à partir. Discrètement d'abord, puis de plus en plus nombreux. Les volets se fermaient, les cheminées s'éteignaient, comme si les pierres elles-mêmes rejetèrent leur maître. Chaque automne, à la Toussaint, une silhouette solitaire, drapée dans un long manteau sombre, gravit le chemin du lac noir. Elle y dépose une fleur blanche sur la berge. Puis elle s'en va, sans bruit, laissant derrière elle la trace fragile d'un espoir brisé, mais jamais oublié. Julien, marqué à jamais par cette enquête, quitta la gendarmerie quelques mois après. L'uniforme lui paraissait trop lourd, trop rigide pour porter la mémoire de Camille, pour porter celle de tous ceux qu'on avait contraints au silence. Il devint journaliste indépendant, sillonnant les routes, les villes, les villages, à la recherche des histoires qu'on voulait taire. Dans son dernier article, intitulé simplement « Le vent de Saint-Orlac », il écrivit « Le silence est une tombe. Le courage est une voix. Camille était cette voix. Aujourd'hui encore, dans le vent de Saint-Orlac, elle continue de murmurer « Ne laissez jamais le silence tuer ce qui est juste. » Si cette histoire vous a bouleversé, souvenez-vous, la vérité dérange, mais c'est elle qui libère. Partagez cette histoire, faites vivre la voix de Camille. Abonnez-vous pour d'autres récits où les silences se brisent et où la mémoire survit.